Une contre-hégémonie complexe et multiforme l'emporte sur l'hégémonie, la contestation sur la domination, la puissance destructrice sur celle qui construit et invente, l'instabilité hégémonique sur la stabilité que devait garantir le leader bienveillant. Bonjour Bertrand Badi. Bonjour. Ces mots sont de vous, ils sont extraits de votre livre « L'hégémonie contestée, les nouvelles formes de domination internationale ». Alors est-ce que c'est vrai que maintenant l'hégémonie finalement ne fait plus partie de notre époque et que c'est la contre-hégémonie qui est en train de l'emporter ? Absolument, parce que vous savez, hégémonie, c'est un des plus vieux mots du lexique politique. Je ne dis même pas de sciences politiques, politique, parce que les acteurs politiques en font usage très largement. Et on s'aperçoit d'abord que ça n'a jamais vraiment très bien marché, que ça ne s'est jamais vraiment accompli, donc il y a déjà un mystère derrière tout ça. Pourquoi est-on attaché à un mot qui décrit une pratique qui n'a jamais été accomplie ? Et puis on s'aperçoit qu'en ce moment, il y a une sorte d'inversion qui se produit, c'est-à-dire que la contestation de l'hégémonie l'emporte et de beaucoup sur l'accomplissement hégémonique lui-même. Et c'est ça que j'ai voulu décrire dans mon livre. Regardez en ce moment, c'est extraordinaire de voir comment à Santiago, à Beyrouth, à Khartoum, à Alger, à Paris avec les gilets jaunes également, et on pourrait continuer à Bagdad, à Port-au-Prince, partout dans le monde, il y a des formes d'explosion sociale qui viennent défier les logiques hégémoniques. Et puis, deuxième remarque, regardez la superpuissance américaine, celle qui longtemps a couvert 40% des dépenses militaires, qui en est aujourd'hui à 35-36%, n'a pas gagné une guerre depuis 1945, à l'exception bien entendu des grandes coalitions multilatérales montées dans le cadre onusien, je pense par exemple à l'opération Tempête du désert. Donc là, il y a quand même quelque chose qui nous interpelle. Je ne crois pas au déclin américain, c'est de la polémique. Donc il y a quelque chose de plus profond qui s'est constitué peu à peu, et surtout qui nous a fait sortir de ce temps bipolaire qui nous a éduqués, formés, habitués au jeu international. Là, on pouvait croire qu'il y avait un début d'hégémonie, pas totale, puisqu'elle était partagée entre l'URSS et les États-Unis, et que même dans le cas occidental, l'hégémonie américaine a toujours été contestée. Mais il y avait quand même quelque chose qui ressemblait à cette stabilisation de l'ordre international autour d'un leader protecteur, bienveillant, auquel on adhérait. Tout ça, c'est terminé. Il faut se demander pourquoi, puis surtout, il faut se demander quelles en sont les conséquences. Alors vous expliquez bien effectivement que le mythe de l'hégémonie depuis Athènes finalement ne se réalise jamais et que quand il se réalise, il s'effondre en fait. Et vous expliquez aussi que la bipolarisation, vous venez d'en parler, en fait ça nous a fait croire qu'il y avait une hégémonie possible, finalement qu'elle est en train de se déliter depuis la fin de la guerre froide. Mais aujourd'hui néanmoins vous expliquez que tout le monde veut croire à l'hégémonie et que c'est finalement un problème dans l'analyse des relations internationales parce que ce mythe garde un petit peu sa présence vivace à la fois chez les intellectuels, chez les spécialistes de géopolitique et puis aussi dans les discours politiques au nord comme au sud. Comment est-ce qu'on peut en sortir et comment est-ce qu'on peut analyser ce qui est en train de se passer en fait ? Alors, vous avez raison, c'est peut-être là la clé du mystère, c'est-à-dire l'hégémonie ne s'est jamais accomplie, mais tout le monde veut y croire, pour des raisons différentes. L'hégémone, il a besoin de montrer que c'est lui le conducteur et qu'il reste le conducteur, c'est naturel, c'est normal. Ceux qui bénéficiaient d'une protection active de l'hégémone, au temps où cette protection faisait sens, je pense par exemple aux pays d'Europe occidentale durant la guerre froide, ont gardé une certaine nostalgie. Vous savez, on s'interroge beaucoup aujourd'hui sur la tétanie de l'Europe, son incapacité de se recomposer dans ce monde et d'être proactif dans ce nouveau monde post-bipolaire. Ça tient pour beaucoup à cette nostalgie. On a beau protester de notre volonté d'indépendance, de souveraineté, de notre identité de vieille civilisation, on garde un certain souvenir nostalgique de ce temps. D'ailleurs, je commence mon livre en citant un ministre français des Affaires étrangères qui pleurait pratiquement à l'idée de voir les États-Unis se retirer progressivement du monde. C'était à l'époque de Barack Obama. Et puis, ceux qui ont eu à souffrir de l'hégémonie, c'est-à-dire les pays dominés, les pays colonisés, gardent non pas la nostalgie de ce temps, évidemment, mais du temps héroïque où ils se mobilisaient pour se libérer. Ça a été le seul temps faste de ces populations du Sud qui maintenant vivent soit dans la guerre, soit sous l'oppression de régimes très autoritaires.
le souvenir de ce temps de libération, c'était celui des grands héros de la libération et d'une légitimité qui s'installait, mais qui n'a pas résisté au temps. Donc finalement, tout le monde a ses yeux de chimène pour l'hégémonie, alors que l'hégémonie, c'est fini. Alors c'est fini, vous dites, en réalité, on est depuis la mondialisation, il y a une sorte de décomposition des hégémonies dans un monde d'interdépendance complexe. Mais en même temps, vous dites, un monde d'interdépendance complexe, ce n'est pas forcément un monde heureux. C'est un monde compliqué où il y a aussi des jeux de puissance et où quelquefois le plus petit impose sa loi à celui qui se croit le plus puissant. Comment est-ce qu'on peut réorganiser ce monde aujourd'hui ? C'est bien le grand défi, c'est-à-dire que l'interdépendance, on a du mal à la penser. C'est-à-dire qu'on commence à admettre que dans la mondialisation, il y a quelque chose qui ressemble à de l'interdépendance. Sur le plan économique, c'est absolument évident, mais même aussi sur le plan économique, sur le plan politique, pardon, sur le plan culturel, sur le plan social. On voit bien ces logiques d'interdépendance, mais on arrive mal à les penser. Pourquoi on a du mal à les penser ? Parce que nous sommes dominés, habités par le spectre de la souveraineté. C'est-à-dire le politique rime dans notre histoire européenne avec l'idée de souveraineté. Et donc, interdépendance et souveraineté, on a du mal à combiner, on a du mal à comprendre ce que veut, par exemple, dire co-gouvernance du monde, ce que veut dire bien commun de l'humanité, ce que veut dire ces défis communs qui nous sont opposés, et surtout, comment maintenant un plus loin puissant, dépend de manière de plus en plus forte du petit, du faible, pour ses approvisionnements énergétiques, pour ses approvisionnements en matières premières, pour la possession des terres cultivables, dans la mesure où beaucoup, notamment de puissances émergentes, n'ont pas la surface cultivable nécessaire pour couvrir leur consommation alimentaire. Donc tout ceci fait que maintenant, le fort dépend du faible. Et il y a un autre aspect de cette dépendance du faible à l'égard du fort à l'égard du faible, c'est que la conflictualité, les grands enjeux qui font l'agenda international appartiennent aujourd'hui davantage au Sud et au faible qu'au Nord et au fort. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait l'agenda international aujourd'hui ? C'est pas tant la rivalité Moscou-Washington que l'on essaye plus ou moins de ranimer, c'est même pas la concurrence entre l'Europe et les États-Unis. Ce qui fait l'agenda international aujourd'hui, c'est cette conflictualité qui est au Sud, c'est ces grands enjeux sociaux, insécurité alimentaire, insécurité sanitaire, insécurité environnementale, qui ont pour l'essentiel leur siège au Sud. Donc l'agenda mondial est réécrit par le petit. Même si le fort veut donner l'impression qu'il continue à maîtriser ce jeu d'écriture de l'agenda international. Il ne le maîtrise plus. Et comme il ne le maîtrise plus, les logiques d'hégémonie ne peuvent plus s'accomplir et les logiques de puissance se révèlent impuissantes. Alors vous dites que ces logiques de puissance, elles sont aujourd'hui mimées par les puissances autrefois hégémoniques, qu'il y a une diplomatie électorale, par exemple, chez Donald Trump, et qu'il s'agit de démontrer, mais non pas d'agir. Alors est-ce que finalement, au-delà des discours, les États-Unis n'ont pas compris que l'hégémonie s'était terminée ? Alors, l'hégémonie a connu son pic de croissance dans la conscience politique et diplomatique états-unienne avec la période qui a suivi la chute du mur. C'est normal. Les États-Unis étaient incontestablement les grands vainqueurs de la guerre froide, les grands vainqueurs de la bipolarité, l'URSS s'effondrait, donc on a pensé qu'à partir de 1989 s'ouvrait un temps d'unipolarité, qui a existé d'ailleurs. Le début des années 90, c'était presque un temps d'hégémonie suprême des États-Unis comme jamais vu, puisque cette fois-ci, partagé avec personne. Rappelez-vous, début des années 90, d'abord, l'opération Tempête du désert, la conférence de Madrid sur le Proche-Orient, on croyait que les États-Unis menaient le monde. Et puis, très vite, on a vu que c'était beaucoup plus compliqué. Alors, il y a eu une surenchère que l'on doit à l'administration Bush, George W. Bush, qui, à travers le néoconservatisme, a porté l'idée d'hégémonie le plus haut que l'on puisse imaginer, c'est-à-dire en considérant que la mondialisation était une aubaine pour les États-Unis, puisqu'elle allait naturellement leur permettre d'universaliser leurs valeurs et faire de ce que Bush appelait « a good nation », une bonne nation, la clé de voûte de l'ordre international. Ça y est, enfin,
après 3000 ans de tentatives, l'hégémonie thucydidienne allait pouvoir s'accomplir. Et puis, on a déchanté. On a déchanté à travers surtout l'expérience irakienne. Bon, en Afghanistan, ça n'a pas bien marché, en Somalie, ça n'a pas marché du tout, mais l'Irak, c'était en quelque sorte la tentative de montrer que les États-Unis étaient en pleine diplomatie transformationnelle, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire transformer le monde. Ça a coûté très cher. Combien ça a coûté ? Combien l'expédition en Irak a coûté aux États-Unis? Les chiffres varient de 500 à 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars, vous savez, c'est à peu près, dit-on, ce que les Chinois ont investi dans tout le projet Route de la Soie. Ce qui montre bien deux cheminements possibles vers la domination du monde. Et ça, l'électorat américain ne l'a pas supporté, d'où l'élection de Barack Obama. Barack Obama, avec prudence, c'est un homme extrêmement prudent, précautionneux dans sa façon de gérer la diplomatie et la politique, avait considéré que le leadership militaire s'était terminé, que cette administration directe du monde n'était plus possible, c'est ce qu'il appelait leadership from behind, et light footprints, les empreintes très légères, il ne s'agit plus de gouverner le monde, mais il considérait que les États-Unis pouvaient revenir au devant de la scène mondiale grâce à une mondialisation qui, sur le plan économique, continuait à lui être profitable. D'où cet élan néolibéral qui a caractérisé les deux mandats de Barack Obama, d'où aussi ces grands projets, TTIP, l'idée d'un grand traité transpacifique, etc. C'était un modèle post-hégémonique, puisqu'il n'y était plus question ni de façonner le monde à son image, ni de leadership militaire, mais c'est quelque chose qui ressemblait quand même à de la domination sur le plan mondial. Avec Trump, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que pour la première fois, et ça c'est quand même une révolution étonnante dans l'histoire du monde, pour la première fois, le pays qui avait porté la mondialisation, non pas inventé, ça ne veut rien dire, personne n'a inventé la mondialisation, mais qui l'avait portée, en devient le premier contestataire. Et effectivement, le discours de Trump est différent de celui de son prédécesseur, puisqu'il est articulé autour de deux idées un peu contradictoires d'ailleurs, qui est America First et Make America Great Again. Alors, America First, c'est très clair. Ça veut dire que la mondialisation n'est plus considérée comme une aubaine. Elle peut même être une entrave, c'est là qu'apparaît le contestataire de la mondialisation, lorsqu'elle gêne l'accomplissement des intérêts nationaux américains. À ce moment-là, il faut l'abandonner, voire lutter contre. Si, en revanche, dans certaines circonstances, la mondialisation peut favoriser les intérêts nationaux américains, eh bien, il faut y aller. Donc ça, c'est une lecture vraiment révolutionnaire et qui rompt de manière encore plus claire avec l'idée d'hégémonie. Alors, il y a à côté de ça, et c'est toute l'ambiguïté de l'actuelle administration américaine, l'idée Make America Great Again. Great Again, ça veut dire que l'intérêt national américain continue à être l'étalon de la grandeur du monde. C'est-à-dire, les États-Unis seront naturellement les premiers, seront en haut de la hiérarchie, seront les plus forts, et par exemple le coup réalisé pour capturer et tuer Abou Bakr al-Baghdadi va tout à fait dans ce sens, c'est-à-dire c'est bien nous qui menons le jeu, mais nous ne gouvernons pas le monde. Nous menons le jeu parce qu'on est les plus forts, nous ne gouvernons pas le monde. Ce qui est un amendement extrêmement fort à la théorie de l'hégémonie. Je vous rappelle que l'hégémonie pour Thucydide, c'est quelque chose de très précis qui veut dire être conducteur, hégémon en grec, hégémon c'est celui qui conduit, être conducteur, être créateur de l'ordre international et être soutenu par ceux des peuples qui s'inscrivent dans cette gouvernance, c'est-à-dire bénéficient de l'adhésion de ceux que l'on domine. Eh bien, merci beaucoup Bertrand Badi d'être venu nous présenter votre livre « L'hégémonie contestée ». On aurait pu dire énormément d'autres choses sur ce livre qui remonte très loin dans l'histoire. Merci à vous. Merci à vous.